Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue dans ce trait d'union exceptionnel, Regard croisé entre Montréal et Lyon, organisé par le Centre Jacques-Cartier. Mon nom est Nathalie Hamel, je suis la directrice générale de ce centre. Nous avons le plaisir et l'honneur aujourd'hui d'accueillir et aussi de réunir pour la première fois la mairesse de Montréal, Madame Valérie Plante. Bonjour. Et le maire de Lyon, Monsieur Grégory Doucet. Bonjour. Je vous remercie vivement d'être avec nous pour ce moment privilégié. Et juste une question, le chat sera ouvert 30 minutes avant la fin pour pouvoir adresser vos questions. Un petit mot en préambule sur le Centre Jacques-Cartier. Donc, nous sommes une association à but non lucratif, active depuis maintenant 37 ans, composée de partenaires issus d'établissements supérieurs de l'enseignement et de la recherche, des entreprises et des mondes des affaires et des acteurs de nos territoires. Cet écosystème est né d'une amitié entre la région Auvergne-Rhône-Alpes et ses villes et ses métropoles, Lyon, Clermont-Ferrand, Saint-Étienne, le Québec et notamment la ville de Montréal et ses partenaires francophones au Canada. Nous espérons ensemble contribuer au rayonnement des deux territoires, soutenir à 100% la francophonie, encourager une vision interdisciplinaire sur des sujets d'actualité qui nous concernent tous en tant que citoyens. Personnellement, j'ai vécu plus de 20 ans à Montréal, ma ville d'origine, et plus de 20 ans à Lyon, ma ville d'adoption. Et j'ai donc le plaisir de travailler pour ces deux villes de cœur. Montréal et Lyon entretiennent des coopérations administratives, économiques, scientifiques, universitaires et culturelles depuis la signature en 1989 d'un protocole d'échange et de coopération qui est venu confirmer le pacte d'amitié conclu en 1979. Il y a donc 42 ans. Nos deux mairesses et maires étaient très jeunes à l'époque, car ils sont de la même génération à une année de différence. Ces deux villes extraordinaires sont à la même latitude, soit au 45e parallèle nord, à mi-chemin entre le pôle Nord et l'équateur, avec uniquement 13 secondes au nord de plus pour Montréal, ce qui nous donne la joie d'avoir beaucoup plus de neige. Chacune de ces villes est entourée de deux cours d'eau importants, le fleuve Saint-Laurent et la rivière des Prairies à Montréal, le fleuve Rhône et la Saône en rivière à Lyon. Donc, une présence importante d'eau, de berges, d'espaces verts et d'une biodiversité riche à préserver. Quelques centaines, voire milliers de kilomètres de pistes cyclables pour Montréal, pour Lyon, une autre manière de découvrir la ville à travers ses quartiers, d'aller travailler ou de faire du sport en solo ou en famille, entre amis. Une population jeune et dynamique avec plus de 175 000 étudiants en études supérieures dans les deux villes, des centres de recherche aussi à la hauteur de l'excellence technologique. Un bon réseau de lignes de métro, de tram à Lyon, un futur REM à Montréal, une grande volonté artistique et culturelle, festivals, spectacles, art urbain, murs peints et des événements gastronomiques aussi présents dans les deux villes. Et finalement, une attractivité économique internationale, mais surtout une qualité de vie hors pair. Pour résumer, Montréal et Lyon sont deux villes où il est vraiment agréable de vivre. Maintenant, place au dialogue, au regard croisé entre nos deux invités. Donc, je commencerai par vous, Madame Plante. Qu'est-ce qui vous a amené à devenir mairesse de Montréal et qu'est-ce qui vous motive toujours au quotidien? Merci beaucoup, Madame Hamel, Madame la directrice, Nathalie. Et bien sûr, je tiens à saluer mon collègue, le maire de Lyon. Cher Grégory, c'est un plaisir qu'on se retrouve ensemble pour une première fois de façon virtuelle et je suis certaine qu'on trouvera des façons que ça ne soit pas indéfiniment virtuel. Mais d'ici là, pour répondre à votre question, Nathalie, moi, c'est vraiment ce qui m'a amené dans la politique municipale, c'est mon désir d'améliorer vraiment la qualité de vie des citoyens. Je suis issue de la société civile, donc j'étais surtout dans des associations communautaires et culturelles. Et ce qui était évident pour moi, c'est qu'on devait amener des préoccupations environnementales, mais aussi les notions d'équité sociale à même le fonctionnement, les décisions concrètes prises par la Ville de Montréal. Il y avait bien sûr du chemin de fait avant mon arrivée, mais mon parti politique, qui s'appelle Projet Montréal, on souhaitait vraiment travailler sur 4 chantiers. Donc, tout ce qui touche l'environnement, le transport, qui est intimement lié à l'environnement, surtout au Canada, pour des raisons dont on pourra, je dirais, assez évidentes. L'habitation, pour cette notion d'équité sociale, mais également le développement économique, mais d'une nouvelle façon, de le faire de façon
verte et inclusive. Comment est-ce qu'on pense le développement économique dans une ville du 21e siècle? Alors, depuis que je suis arrivée en poste, ce sont les chantiers sur lesquels je travaille, mais toujours pour moi, dans mon cœur et dans ce qui me motive le matin, c'est vraiment d'amener la qualité de vie des citoyens, des travailleurs, des étudiants, des touristes également, et de conserver cette ville à échelle humaine. Moi, j'aime dire que Montréal, c'est une capitale, en fait, pas une capitale, mais une métropole à échelle humaine. On y vient parce qu'elle est magnifique, c'est la métropole du Québec, mais on y vient aussi parce qu'on s'y sent bien, on s'y sent en sécurité. C'est une ville verte, inclusive, féministe. Alors, autant de qualités que je tiens à préserver à Montréal. Oui, je suis vraiment d'accord. Je suis revenue, moi, après 30 ans à l'expatriation, donc voilà. On y revient. C'est juste que je reprenne mon accent québécois. Mais bon, Monsieur le maire Grégory Doucet, pourquoi est-ce que vous êtes devenu maire en plus en juillet 2020 et qu'est-ce qui vous motive au quotidien? Alors, j'ai un point commun tout de suite que je voulais signaler avec Valérie, que je resalue au passage. C'est que moi aussi, je suis issu de la société civile. Je ne suis pas du tout un politique de formation, mais je me suis engagé dans l'écologie politique depuis un certain temps. Quand j'étais étudiant, les questions à la fois environnementales et sociales étaient déjà très, très forte préoccupation. Avant de m'engager en politique, je travaillais dans le secteur humanitaire, donc j'ai été aussi, chère Nathalie, moi-même expatrié dans un certain nombre de pays, plutôt des pays qui étaient en situation de crise humanitaire, mais qui m'ont donné aussi à voir à quel point le modèle de développement qu'on a, dans lequel on baigne depuis maintenant des décennies, crée à la fois des inégalités très très fortes. J'ai par exemple vécu à Manille et je travaillais dans les bidonvilles de Manille. Je peux vous dire que c'est une expérience extrêmement marquante. Et en même temps, en parallèle de ces inégalités dont je pouvais être témoin dans mon métier d'humanitaire, j'ai aussi vu à quel point notre modèle de développement portait atteinte à notre planète, à notre environnement, et à quel point cette croissance sans limite dans laquelle nous étions plongés sans tenir compte des limites planétaires, nous amenait petit à petit finalement à dégrader notre propre planète. Et j'ai eu envie de m'engager en politique parce que je faisais le constat que même si moi-même, dans ma vie quotidienne, j'essayais d'œuvrer, finalement, les dirigeants politiques n'avaient pas vraiment pris à bras-le-corps cette question, on va dire les deux grandes questions pour moi du 21e siècle, de ce début du 21e siècle, que sont le réchauffement climatique et l'effondrement de la biodiversité qui sont majeurs. Si on ne s'attaque pas à ces questions-là, on ne pourra pas faire comme l'évoquait Valérie un peu plus tôt, assurer une qualité de vie, un bien-être et même, je dirais au-delà, le bonheur de nos concitoyens et de nos concitoyennes. Et c'est ça, moi, qui me donne envie de me lever le matin et de m'investir dans cette mission de maire. C'est que je suis là pour m'assurer que finalement, l'horizon qu'on doit se donner, c'est un horizon de bien-être et de bonheur. Et pas simplement de survie et de sauvetage, mais voilà. Et or, on a les moyens aujourd'hui de le faire. Valérie évoquait tout à l'heure les questions de transport, bien évidemment l'attachement aux questions environnementales, le logement. Je suis désolé Valérie, j'ai oublié le 4e point, mais je suis sûr que vous pourrez me le rappeler. Mais voilà, bien sûr, toutes ces questions, on les travaille aussi au quotidien. Tout ça est passionnant et c'est surtout passionnant de le faire avec les Lyonnaises et les Lyonnais. Parce que je suis aussi très, très attaché à la question de la démocratie locale. Je pense qu'on y reviendra, mais vraiment, de faire ensemble, c'est aussi pour moi une façon de s'assurer, de travailler au bien-être de la population. Ce qui est bien, en tout cas, ce qui ressort déjà de ces premiers échanges, c'est l'engagement que vous avez qui, pour moi, est en phase avec ce qu'on entend, nous, au niveau des citoyens, au niveau des jeunes, au niveau des étudiants, etc. Et de voir que des gens s'engagent dans toutes ces voies pour que finalement, au fond, le but, c'est quoi? C'est vivre bien. Hein. Donc, voilà. Et donc, je vous remercie pour cette introduction et je crois que vous êtes encore bien motivés et ça, c'est parfait, ça nous réjouit. Donc, on va passer
passer aux questions un peu plus autour du thème de l'éco-responsabilité des villes. Je sais que vous avez tous les deux pris d'importants virages écologiques, aussi compter sur l'implication du citoyen. Vous parlez souvent de résilience, d'équitabilité, etc. Et l'importance aussi à travers ça des relations internationales. Donc, ça sera aussi un point intéressant. Et le tout, évidemment, afin d'améliorer la qualité de vie. Et vous avez tous deux écrit des plans climat, des plans mandat qui relèvent tout ça. Et c'est très intéressant. Et donc, les questions qui nous sont parvenues sont un petit peu quel est le rôle finalement de ces villes au niveau de cet impact environnemental maintenant et puis dans les années à venir, et quelles sont les initiatives phares que vous portez au sein de votre ville. Je crois qu'on peut démarrer par Madame Plante et puis après Monsieur Doucet, et ensuite discuter sur ce thème, je crois, qui intéresse beaucoup de gens. C'est tellement une question pertinente et je pense que pendant longtemps, les questions environnementales ont toujours été importantes, mais on sent vraiment que depuis une dizaine d'années, 10-15 ans, là, c'est dans le quotidien des gens. Et quand on dit quotidien, ça devient intéressant parce que ça veut dire le municipal. Et si pendant longtemps, les grandes questions environnementales étaient prises, étaient discutées au niveau supranational, si je peux dire, au niveau des États, au niveau des pays, mais là, avec les années, justement parce que les changements climatiques se vivent sur le terrain et que c'est souvent les villes qui ont la capacité de bouger rapidement, que maintenant, les villes sont invitées, et parce qu'on a travaillé fort aussi, je dois le dire, il existe des réseaux qui ont travaillé très fort pour s'assurer que les municipalités, que les villes sont à la table lorsqu'il y a de grands échanges internationaux. Alors, plusieurs réseaux, je ne vais pas tous les nommer, mais pour moi, cette reconnaissance pour laquelle beaucoup de gens ont travaillé très fort est importante, mais c'est aussi parce qu'on a cette capacité de ramener ça à un point de vue très, très, très concret. Et là où j'ai envie de faire du pouce sur ce que Grégory a dit tout à l'heure, c'est aussi on a cette capacité d'impliquer les citoyens dans les changements, j'ai envie de dire, systémiques qu'on doit mettre en place. C'est pas facile parce que c'est des changements d'habitude, des changements de mode de vie, c'est des choix qui doivent être faits, qui dérangent souvent, mais que l'on doit mettre en place. Et donc, il faut accompagner les citoyens et citoyennes là-dedans. Et je pense que le municipal a cette capacité. Rapidement, parce qu'il y aurait tellement de choses que je pourrais dire, mais en gros, notre plan climat, pour nous, il est important. C'est un objectif de réduction des gaz à effet de serre de 55 % d'ici 2030 et la carboneutralité pour 2050. Et ça passe par protéger des espaces verts qui devaient être, par exemple, construits, sur lesquels il y avait des visées de construction. Et nous, on se dit, non, on les sauve, ces espaces verts-là, on va construire ailleurs, il y a de la place ailleurs. C'est de planter 500 000 arbres, c'est vraiment d'avoir, on va faire un centre-ville zéro émission d'ici 2030 aussi, 2025. Là, j'ai comme un blanc, mais bon, bientôt. Mais on veut vraiment donner l'exemple pour ici le Québec, mais aussi ailleurs au pays. Et ce plan climat-là, pourquoi il est important, c'est c'est une feuille de route avec des objectifs chiffrés de diminution de gaz à effet de serre, mais on l'a aussi fait avec des partenaires de différents milieux, tant le milieu économique que le milieu environnemental, ce qui n'est pas toujours facile à mettre autour d'une même table, mais pour nous, c'est important parce qu'on veut que ça marche et donc il faut impliquer les différentes parties. Oui, vous avez raison. Et ce n'est pas toujours facile, je pense, mais c'est un défi, un challenge. Nécessaire. Oui, et nécessaire. Monsieur Doucet? Alors, Valérie a dit quelque chose de très, très, très juste et très pertinent. C'est que pendant longtemps, on a pensé ces questions-là, environnementales, la question du climat, de la biodiversité, comme quelque chose de très étranger, éloigné. On voyait les COP se succéder, voilà, les grands sommets internationaux. Finalement, ça paraissait assez éloigné de notre quotidien, alors là, je peux en témoigner en tant que Lyonnais, le réchauffement climatique, il se sentait déjà dans nos corps. Lyon est une des villes en France qui est la plus touchée par le réchauffement climatique. On a déjà, nous, des épisodes de canicule dès les mois de juin, parfois même un petit peu tôt. Bon, cette année, au mois de mai, on a plutôt été tranquille, si j'ose dire. Mais dès le mois de juin, juillet, on a des épisodes à 38, 39, 40 degrés, ce qui n'arrivait pas 10 ans en arrière. Donc, on ressent déjà dans nos corps cette modification du climat. Ne serait-ce qu'autour de Lyon, vous savez, les viticulteurs
agriculteurs constatent déjà qu'à cause du réchauffement climatique, le taux de sucre dans les grains de raisin augmente, ce qui veut dire un taux d'alcool dans le vin à la fin qui augmente aussi. Donc, en plus, on peut le mesurer. Alors, je prends cet exemple, et oui, je suis français, lyonnais, bon, bref, forcément, mais c'est pour vous dire à quel point on le voit, on le ressent, et on n'est pas en train de parler des plus 2 ou 3 degrés qui pourraient nous attendre dans les prochaines décennies. Donc, le fait de le sentir a fait s'élever une demande très, très forte dans la population, ici à Lyon et dans d'autres villes de France, bien sûr, mais ici à Lyon, c'était vraiment manifeste pour qu'on agisse. Et c'est vrai que les villes sont finalement les mieux placées pour être dans l'action du quotidien. L'action du quotidien, c'est par exemple agir sur les transports, les mobilités. Donc, moi, j'ai engagé un grand plan piéton, un grand plan pour rendre la ville 100% cyclable. Alors, évidemment, ce sont des pistes cyclables. Il en existe déjà beaucoup. Vous l'avez dit tout à l'heure, Nathalie, mais on va développer ce qu'on appelle chez nous un réseau express vélo pour vraiment couvrir toute la ville et même au-delà de la ville de Lyon, de manière à ce que finalement, il soit complètement ordinaire pour tout à chacun de se rendre au travail, à l'école, en vélo. Et on veut aussi redonner plus d'espace aux piétons, c'est très, très important. Donc, ça veut dire déconstruire ou reconstruire la ville. Alors, Valérie a parlé aussi des logements, ou en tout cas d'arrêter l'artificialisation des sols. Oui, ça, c'est fondamental. Nous aussi, on a un grand plan de végétalisation sur les prochaines années. On a besoin de densifier et puis surtout de planter partout où c'est possible. Parce qu'on sait très bien que les arbres, bien sûr, captent du carbone, mais les arbres sont aussi synonymes d'ombre et donc de protection pendant les grands épisodes de canicule. On a besoin de lutter contre ce qu'on appelle les îlots de chaleur. Voilà. Et puis en matière de logement, de bâtiments aussi, on a souffert ici à Lyon d'un déficit d'investissement donc pour adapter l'habitat, mais aussi les bâtiments publics à cette situation de réchauffement climatique. On a besoin, nous, d'investir massivement dans la rénovation thermique des bâtiments. On va le faire là sur cette mandature, sur les 5 prochaines années, prioritairement sur les écoles. Parce que ce qui m'importe aussi, c'est de faire en sorte que nos enfants, nos élèves, alors moi je m'occupe de l'école maternelle et primaire en tant que mère, mais puissent étudier dans de bonnes conditions. Je veux aussi faire en sorte que la ville de Lyon soit la ville des enfants. Donc, dans les écoles, bien sûr, on va travailler sur le bâtiment, mais aussi on va travailler sur la végétalisation des cours d'école. Ça, c'est très important. Sur l'apaisement, la pacification des abords des écoles. On piétonise autour des écoles pour que les enfants puissent venir seuls, sans leurs parents à l'école, même à un âge, on va dire, même jeune, parce que se sentir en sécurité dans sa ville quand on est petit, c'est fondamental. Et puis, faire en sorte que la ville soit un espace de jeu, de découverte, d'aventure. Ça fait demain des citoyens qui sont aussi plus en confiance et qui croient dans la possibilité d'un bien-être en ville. Et ça, c'est très important pour moi. Donc, faire de Lyon la ville des enfants, pour moi, c'est véritablement fondamental. Et ça s'inscrit complètement dans l'idée d'associer tous les citoyens, y compris dès leur plus jeune âge. On est en train de créer des conseils d'arrondissement des enfants pour que les enfants puissent aussi nous dire comment ils voient la ville demain. Et ça fait partie aussi pour moi d'un des piliers du projet municipal que je porte. Bien, bien. Je pense que, donc, Madame Plante, il y a beaucoup de choses aussi qui se passent à Montréal. Le réseau express en vélo, on peut maintenant se promener partout. Moi, j'habite Onsic et à côté, on a des pistes cyclables. Les élèves vont même en vélo à l'école, donc ça, c'est très bien. Et puis, par rapport à la canicule, je confirme, ayant vécu aussi à Lyon, de plus en plus chaud et obligation d'acheter une thermopompe, etc. C'est sûr que c'est à réfléchir au niveau des sols et du bâti. Je ne sais pas, Madame Plante, si vous voulez réagir par rapport à ça. En fait, tout ce que Grégory mentionnait pour moi est tellement pertinent. Puis je pense que ça ramène beaucoup aussi à cette idée de qualité de vie. Puis je pense que pour avoir visité Lyon à quelques reprises, moi, je trouve que c'est une ville qui est très, très inspirante, que ce soit au niveau du transport collectif, du transport actif également. Je veux dire, en tout cas, moi, ça m'a beaucoup touchée parce que, en fait, nous, à Montréal,
Et au Québec et en Amérique du Nord, le plus gros défi, c'est définitivement, quand on parle de réduction de gaz à effet de serre, c'est nécessairement réduire l'utilisation de la voiture solo. Mais notre réseau n'étant pas aussi développé, puis on a aussi plus de kilomètres, mais il en demeure pas moins que, juste pour donner un exemple, à la Ville de Montréal, notre réseau de métro qui date des années 70, eh bien, il n'y a pas eu de nouvelles stations de construites depuis à peu près 20 ans à Montréal, ce qui est absolument dommage parce que la population, elle, a augmenté et l'étalement urbain s'est fait. Alors, on se retrouve aussi dans un déficit d'investissement au niveau du transport collectif. On est en mode rattrapage avec une nouvelle ligne de métro, aussi un train électrique. Donc, c'est de bonnes nouvelles, mais il en demeure pas moins qu'il faut absolument avoir cette façon d'avoir du transport pour vraiment diminuer la voiture solo. Puis là-dessus, bien, la pandémie ne nous a pas du tout aidés. Alors, il y a plus de gens qui se déplacent en voiture et même, malheureusement, le nombre de voitures, ce qu'on appelle ici des voitures, des SUV, là, des véhicules utilitaires plus gros, a pris énormément de place, ce qui est vraiment dommage parce qu'à Montréal, par exemple, comme chez vous, Grégory, on passe à faire des rues où est-ce que c'est sécuritaire pour les piétons, pour les cyclistes, pour les petits, les moyens et les aînés. Et ces véhicules-là vont à l'encontre des exercices pour des raisons très, très techniques. Donc, je rejoins Grégory à plein de niveaux. Puis la ville pour les enfants, c'est fabuleux. Quand on a une ville pour les enfants, c'est comme ça qu'on garde notre population, en fait, et qu'on les incite à rester ici pendant très longtemps. Encore faut-il pouvoir se loger. Mais ça, c'est peut-être la question d'après. Oui, en effet. Je ne sais pas si Grégory voulait ajouter quelque chose sur Oui, cette… oui, non, je voulais me permettre, puisque Valérie, vous mentionniez que vous avez eu la chance de visiter Lyon. Vous savez aussi, et ça c'est un élément important aussi pour moi, qu'à Lyon, on est aussi la capitale de la gastronomie. Voilà, non seulement on aime manger, mais on a un terroir extrêmement riche autour de Lyon sur lequel on s'appuie. Et je veux, moi, que l'on puisse, et c'est l'un des projets aussi de la ville, je veux que l'on puisse retrouver le sens de ce terroir, c'est-à-dire travailler sur notre alimentation locale, ça c'est aussi fondamental, refaire sens avec les saisons, faire en sorte que dans la restauration scolaire, par exemple, qui est dans mes prérogatives, sous ma responsabilité, c'est qu'effectivement, on puisse beaucoup plus fréquemment retrouver les produits de saison. Et les produits qui viennent de quelques dizaines de kilomètres autour de la ville. Parce qu'on a besoin que nos enfants, notamment, mais plus généralement la population, retrouvent aussi ce sens, ce contact avec la nature, avec une biodiversité qui est locale. Ça, c'est fondamental pour aussi avoir ce sentiment du bien habité. Il faut bien se nourrir. Ça, ici à Lyon, on connaît bien. Je pense qu'il y a quelque chose d'organisé à Montréal cet été aussi pour la gastronomie. Et puis, juste pour vous dire aussi que probablement, pas le mois prochain, mais le mois d'après, on aurait peut-être un événement spécifique sur les fermes urbaines, l'agriculture urbaine. Je crois que ça devrait être intéressant. Donc, voilà. Donc, je pense que oui, au niveau gastronomique, les deux villes c'est quand même très intéressant. Et donc, bonjour les kilos, quand j'étais à Lyon. Bref, donc la deuxième question est plus sur, lors de cette mise en place finalement de cette relance verte, hein, on entend beaucoup parler de villes plus justes, plus inclusives, une meilleure équité sociale. Vous parlez aussi de participation citoyenne dans le sens démocratie locale et démocratie participative. Je ne sais pas, on va peut-être commencer par Grégory cette fois-ci. Si vous pouvez nous en dire un peu plus? Alors, quand on parle de relance verte, c'est vrai que moi, ça m'évoque tout de suite déjà le plan d'investissement qu'on a élaboré tout de suite après notre élection. Hein. Vous parliez tout à l'heure, Nathalie, du plan de mandat qu'on a sur la ville de Lyon, qui fait écho au plan climat dont Valérie parlait tout à l'heure. On a bien sûr ce plan de mandat qui dit ce qu'on va faire, mais on a aussi un plan d'investissement qui sous-tend ce plan de mandat qu'on a souhaité voter tout de suite pour engager tout de suite des premières actions d'investissement sur des volumes très importants, parce qu'on a voté, nous, plus d'1,2 milliard d'euros d'investissement sur la mandature. Et compte tenu du contexte de crise sanitaire, il était important pour nous de très rapidement voter ce plan d'investissement et de le lancer
pour que ça puisse dynamiser l'économie locale. C'est important aussi. Là, on a une vraie relance en sortie de crise sanitaire à opérer. On a aussi lancé un grand chantier auquel je suis extrêmement attaché, qui est la définition d'un schéma d'achat socialement et écologiquement responsable. C'est-à-dire que toutes les commandes publiques, à terme, vont répondre à ce schéma. Donc, à un certain nombre de critères. On va prioriser, bien évidemment, des entreprises locales vertueuses qui sont elles-mêmes engagées dans la transition écologique, parce que, comme le disait Valérie d'ailleurs tout à l'heure, on a besoin des acteurs économiques pour réussir. On ne peut pas le faire seul. Une ville, c'est bien évidemment, c'est de la commande publique, c'est des fonctionnaires, c'est bien évidemment énormément d'actions réalisées, mais on n'est pas là, on ne va pas réussir avec nos petits bras musclés, Valérie d'un côté, moi de l'autre, à faire tout ça tout seul. On a besoin de tous les acteurs, on a besoin des familles, bien sûr, on a besoin des habitantes, des habitants, mais aussi on a besoin des acteurs économiques qui jouent un rôle clé. Et voilà, de montrer l'exemple avec ce schéma d'achat responsable, pour moi, c'est véritablement très important, à la fois dans le concret pour la commande publique de ma ville, mais aussi pour envoyer des messages très forts à tous les acteurs économiques. Après, sur la question de l'inclusion, c'est aussi, vous savez, j'ai travaillé, je vous le disais tout à l'heure, dans l'humanitaire pendant un certain nombre d'années, notamment dans le champ du handicap. Donc pour moi, l'inclusion et le travail auprès des plus précaires, ça résonne énormément. Et donc, bien évidemment, s'attaquer dès le début de notre mandat à la précarité, c'était une priorité. Et ça l'est d'autant plus dans cette période de crise sanitaire, encore une fois, parce qu'on a vu la pauvreté s'accentuer, malheureusement. Donc, on a besoin d'agir là aussi vite. Et une des priorités pour moi, c'est de garantir l'accès aux différents droits, enfin l'accès aux droits pour toutes les populations les plus précaires. J'étais ce matin même à l'inauguration du pôle alimentaire, qui est à la fois un restaurant social, une épicerie sociale et solidaire, et puis un tiers-lieu qui permet d'accueillir des gens précaires pour faire la cuisine ensemble. Voilà. Donc, à la fois travailler sur l'estime de soi, le lien social et le bien manger. Et on va travailler, vous allez dire que j'insiste sur cette question-là, mais évidemment, je suis lyonnais, donc je ne peux pas m'en empêcher. On va travailler sur des produits locaux, de qualité, de saison, parce que être plus précaire ne signifie pas mal manger. Ça ne doit pas être synonyme de mal manger. On doit pouvoir justement concilier à la fois une alimentation de qualité et une alimentation pour tous. Pour moi, c'est fondamental. Donc, je prenais cet exemple de l'alimentation parce qu'il est à la fois frais dans mon quotidien, bien sûr, mais aussi parce que c'est un exemple très concret. L'accès au droit, c'est l'accès à l'alimentation dans un premier temps. Et puis, juste un mot pour parler de démocratie locale. C'est fondamental. On ne va pas faire pour les gens sans les gens. Il faut impliquer tout le monde. Donc, on a d'ores et déjà lancé plusieurs grands chantiers dans la ville, que ce soit de réaménagement, par exemple. Valérie, si vous vous souvenez, dans votre visite de Lyon, vous êtes peut-être passé par la place du Pont, la place Gabriel Péri, qui est un endroit emblématique à Lyon, mais qui a besoin d'être requalifié, sur lequel on a besoin de repenser l'urbanisme, l'aménagement. Eh bien, on vient de réaliser une petite dizaine d'ateliers avec les habitants, les acteurs qui font ce quartier pour définir comment est-ce que demain, on va le réaménager, ce quartier. Et c'est important pour moi d'écouter de manière très concrète la parole des habitants et de les impliquer dans la construction de nos projets, parce que c'est ce qui leur donnera envie d'être en ville et c'est ce qui leur permettra aussi d'avoir cet attachement qui est nécessaire. On a besoin moi, je veux des citoyennes et des citoyens qui aiment leur ville et qui s'y sentent bien. Et s'ils la font avec nous, eh bien, ils s'y sentiront bien. Pour moi, c'est fondamental. Un des éléments, un des piliers aussi de ces actions de démocratie que je veux impliquantes, c'est la mise en place d'un dispositif de budget participatif où les habitants et les habitantes pourront proposer des projets, pourront choisir les projets proposés par d'autres et nous les réaliserons, tout simplement. Et on a mis 50 millions d'euros en investissement pour ces budgets participatifs. Donc, c'est 50 millions d'euros à l'échelle du budget d'investissement de la ville. C'est une somme considérable. Ça ne s'est jamais vu à Lyon. Et demain, on aura des projets qui ne seront pas sortis de ma petite tête, mais qui seront sortis des envies, de l'énergie des habitants de cette ville. Et ça, je m'en réjouis d'avance parce que là, encore une fois, on va faire une ville qui ressemble à ceux qui la font, à ceux qui l'habitent. Mais j'aime bien le concept de dire on part à partir des quartiers, cette participation au niveau des quartiers qui est très forte aussi à Montréal, et parce que les gens vivent là et s'aperçoivent de quels changements on peut faire pour améliorer, et cette participation à ce niveau est aussi très intéressante.
Je ne sais pas, Valérie, ce que vous en pensez? Oui, tout à fait. Montréal, on a une tradition de consultation qui est quand même assez importante. On s'est doté il y a plusieurs années d'un organisme externe qui s'appelle l'Office de consultation publique de Montréal, qui est mandaté par l'administration en place d'évaluer, d'étudier différents projets. Ça existe depuis longtemps, mais disons que depuis qu'on est en poste, on l'utilise énormément et l'avantage de cet organisme, moi, j'en parle souvent dans plein de villes parce que je trouve que, dépendamment de la taille que l'on a, mais ça vaut la peine parce qu'à ce moment-là, ce n'est pas politique, c'est vraiment une démarche faite en bonne et due forme avec des groupes d'intérêt, des individus, c'est des consultations et qui peuvent toucher autant des quartiers à refaire, un peu comme ce que tu disais, Grégory. Mais pour vous donner un autre exemple, on a eu l'Office de consultation publique de Montréal s'est saisi d'une demande pour faire étudier la question du racisme systémique à la ville de Montréal. Et en fait, dans la ville, bien sûr, il y a Montréal comme étant un des, donneur d'ouvrage, on doit être exemplaire, mais aussi toutes les autres institutions. Et ça, c'est pas rien, mais c'est vraiment parce qu'on a cet organisme-là que ça nous permet. Après ça, bien sûr, le politique se saisit des recommandations et décide de les appliquer ou non. Nous, on est en mode qu'on les applique puisque le processus est béton, mais ça nous permet aussi de faire avancer des dossiers pas toujours faciles, mais qui la population va adhérer, étant donné que ça a été fait par cet organisme-là qui est doté d'un très gros budget. Je ne vous le cacherai pas qu'on lui donne les moyens de ses ambitions. Pour le budget participatif, très heureuse de dire que après plusieurs années, parce que ça nous a pris du temps à le mettre en place, mais c'est une enveloppe de 10 millions de dollars dans notre dernier budget qui est pour des projets, le budget participatif. On a reçu des centaines de propositions. C'est par arrondissement, mais aussi des projets villes-centres, si je peux me permettre, qui pourraient être à la grandeur de l'île. 10 millions de dollars, c'est fabuleux. La participation a été incroyable. C'est là qu'on voit l'appétit. Les gens ont envie de se prononcer, ils ont envie de dire comment ils voient leur quartier. Et ce qui est très rassurant, c'est de voir que les propositions qui sont faites, c'est toujours, je dirais, là, à 90% dans le sens de en tout cas, moi, ce à quoi j'aspire. Combattre les îlots de chaleur, tu en parlais, Grégory, faire plus de parcs, d'inciter, de faire revoir des placettes, tous des trucs qui amènent à renforcer la communauté. Notre lien avec notre quartier, avec nos voisins et à différentes ampleurs. Des fois, c'est une petite placette, puis des fois, c'est de refaire au grand complet une rue emblématique, commerciale de Montréal. Mais bref, moi, ça me touche toujours de voir que les aspirations des citoyens et citoyennes, quand on leur pose la question, sont en général très près des préoccupations que j'aime penser qui s'inscrivent dans le 21e siècle. Donc, changement climatique, qualité de vie, on le disait, se loger, et ça va être mon dernier point, se loger, pour moi, ça, c'est vraiment très important parce que je sais que chez vous aussi, il y a une problématique d'accès au logement abordable. Et nous, on en a fait une question primordiale et avec la pandémie, nécessairement, c'est venu exacerber les inégalités, c'est évident. Et ce qu'on a décidé de faire, je le dis parce qu'on en est extrêmement fiers, ça n'a vraiment pas été facile, mais on a mis en place un règlement maintenant qui, je vais le dire comme ça, qui force les promoteurs qui, à chaque fois qu'ils construisent à Montréal, c'est à peu près plus de 6 logements, là, je vous fais ça grosso modo, il y a 20 de logements abordables, donc ça veut dire pour la classe moyenne, 20 de logements sociaux et 20 de logements familiaux. Ça, c'est 3 logements, 3 pièces et plus. Donc, c'est très ambitieux, mais c'est pour faire en sorte que Montréal demeure une ville où on peut vivre. Parce que il faut que les gens restent ici. D'un point de vue économique, on ne veut pas qu'ils aient dans les banlieues, puis je ne veux pas d'étalement urbain, mais il faut leur donner les moyens d'habiter en ville. Et ça, si on laisse faire le marché, malheureusement, les 50 dernières années nous ont montré que ça ne fonctionne pas. Alors voilà, on s'en mêle. Mais pour moi, c'est gage de réussite avec toutes les autres démarches aussi, là. C'est excellent. Excellent et je pense que c'est vraiment des engagements concrets, en tout cas, qui vont impacter tous et toutes et tous. Le temps file et je crois qu'on pourrait avoir des heures de discussion parce que c'est passionnant d'être avec vous et je vous remercie. Peut-être une petite question sur la partie, évidemment, internationale. Donc,
qu'est-ce que vous attendez l'un de l'autre et qu'est-ce que ces collaborations entre nos deux villes, mais même ces collaborations internationales apportent pour l'avenir? Peut-être Madame Plante, Valérie? Oui, avec plaisir. Évidemment, des échanges comme celui-là, là, dans un niveau bilatéral, c'est toujours pertinent. Parce que voilà, on échange des pratiques, on se donne des idées. Moi, tout ce que j'entends en ce moment, c'est de la musique à mes oreilles. Maintenant, je pense qu'il faut l'intérêt d'aller au-delà, ou en tout cas de combiner les deux approches, qui est plus au niveau multilatéral, c'est comment est-ce qu'ensemble, on devient, j'ai envie de dire, on devient un levier pour faire bouger d'autres instances, que ce soit moi au sein de ma province, de mon État, dans ma perspective nord-américaine. Comment est-ce qu'ensemble, on multiplie les pressions, les demandes qui vont dans une même direction et qui, au final, on va se dire, peut faire bouger l'échiquier ou du moins les décisions qui sont prises à un autre niveau. Parce que j'imagine que, comme moi, Grégory, bien que tu as beaucoup de volonté, en tout cas chez nous, les moyens financiers viennent de d'autres paliers. J'ai un certain pouvoir financier quand même important, mais il en demeure pas moins que j'ai besoin de faire bouger les autres paliers pour que les décisions en matière de transition écologique qu'on me donne les moyens de mes ambitions au final. Et donc, pour moi, un réseau que je participe à plusieurs réseaux, mais définitivement, je pense que j'ai envie de parler du C40, les villes engagées pour les changements climatiques, qui est vraiment très, très utile et qui a réussi, je dirais, qui continue d'influencer l'échiquier international. Et encore une fois, dans une perspective où on est capable de dire, c'est beau ce qui se dit là en haut, mais voilà, ça ne marchait pas localement ou ça marche. Et voilà pourquoi une bonne idée devrait peut-être être réorientée ou avoir ces discussions-là. Donc, moi, je le vois vraiment comme un effet de levier, d'être ensemble, un front commun, disons-le comme ça. Je partage complètement ce que tu dis, Valérie. Et c'est vrai, se rencontrer, alors là, aujourd'hui, virtuellement, et surtout aussi, pour moi, ça c'est important, faire en sorte que nos exécutifs puissent se rencontrer. Moi, j'ai la chance d'avoir une équipe dans mon exécutif vraiment formidable et qui est en attente, en fait, d'aller à la rencontre et chercher d'autres acteurs et d'aller chercher des bonnes pratiques. Alors, bien sûr, ça va en plus renforcer l'amitié entre Lyon et Montréal, ça c'est sûr, mais d'aller au-delà, d'aller sur des choses très pratiques, c'est très important. Hein. Des fois, l'un est plus avancé que l'autre, et voilà, s'inspirer, c'est toujours utile. Ce que tu as dit aussi, Valérie, sur le fait de se mettre ensemble pour faire levier, pour plaider, je crois que c'est très important. Et le fait qu'on aille dans la même direction, ça nous donne une force. Ça nous donne une force parce que je crois que si on veut accélérer la transition écologique, si on veut lutter contre le réchauffement climatique, contre l'effondrement de la biodiversité, on a besoin, bien sûr, d'unir nos forces et d'aller dans la même direction, mais on a aussi besoin d'embarquer, d'emmener tout le monde et de montrer qu'il y a des villes qui sont à la pointe, parce que je crois que, enfin bon, je veux pas faire mon vieux sage, mais dans l'histoire de l'humanité, les villes ont souvent montré la voie, ont souvent été à la pointe des innovations, des évolutions sociales, sociétales. Et donc, que ce soit aujourd'hui des villes et puis des villes qui rayonnent, des villes qui sont reconnues pour ce qu'elles font, pour ce qu'elles ont fait et pour demain ce qu'elles vont faire, comme Montréal, comme Lyon, qui se mettent ensemble et qui disent, regardez, la direction qu'on a choisie, qui est demandée par nos habitantes et nos habitants, ben voilà, on met ça ensemble dans un pot commun, si j'ose dire, et ça nous donne une force. Déjà, bon, moi, Valérie, de te voir aujourd'hui, ça me donne encore plus envie, en tant que maire, de mettre de l'énergie dans le changement de ma ville. Et puis, ça me renforce dans l'envie aussi d'agir sur un plan international pour, bien évidemment, peser sur les organismes internationaux, peser sur mon État, sur mon gouvernement, et puis donner envie aussi à d'autres de s'engager sur une voie similaire, parce que je crois que, oui, si on va tous dans le même sens, on peut véritablement relever ces grands défis du XXIe siècle. On va y arriver si on s'y met bien ensemble.
Ça, c'est bien. Sachez qu'en tout cas, à travers les entretiens de Jacques Cartier depuis 37 ans, on a vraiment des beaux projets qui à chaque fois sont portés sur les deux territoires et qui soient universitaires, du monde des affaires ou même des acteurs directement dans vos mairies. C'est quelque chose qui est toujours apprécié, et le regard croisé qui est porté, les exemples et puis surtout les idées qui en sortent font que ça fait des collaborations superbes. Donc, je vous remercie, c'est très intéressant. Je crois que le temps nous est compté. Peut-être une question, je ne sais pas si vous auriez une question à vous poser mutuellement à votre homologue. Je vous laisse la parole, Grégory peut-être, ou Valérie, comme vous voulez. Ah, moi, je vous l'ai dit, je suis déjà un amoureux de Montréal, mais il y a quelque chose qui me frappe dans votre magnifique ville, enfin, qui me frappe dans ta magnifique ville, Valérie, c'est la présence de ce fleuve Saint-Laurent qui est, qui est à la fois gigantesque, majestueux, mais qui est une nature brute. Hein, quand on y croise, quand on a la chance d'y croiser des baleines, c'est simplement incroyable. Mais alors, nous, on n'a pas ça, on n'a pas les baleines dans le Rhône. Donc, mais cette nature, je dirais, sauvage, brute, qui est en ville, qui est en bordure de ville, en quoi est-ce que ça influence votre façon de faire la ville, d'habiter la ville, de la voir? C'est tellement une bonne question, Grégory, parce que je te dirais que le fleuve, il nous définit, nous, les Montréalais, les Montréalaises, parce qu'on est une île, Montréal est une île, mais en même temps, on vit un rapport, je dirais, un peu de déception quotidienne parce que les Montréalais sont loin de leur fleuve. C'est-à-dire qu'il faut souvent, la ville a été construite avec les chemins de fer, les voitures, alors il faut toujours traverser une autoroute, enjamber un chemin de fer, il y a des obstacles et ça, c'est dommage. Alors, je pense que le défi et le rêve de Montréal, en tout cas, c'est le mien, et je sais que les Montréalais le partagent, c'est de toujours aller se réapproprier nos berges via des plages. On a maintenant 2 plages dans le fleuve Saint-Laurent, là où il y a moins de courant, parce qu'effectivement, il y a des endroits où ça brasse, mais ou des promenades qui nous amènent très, très, très près du fleuve. Alors, c'est la volonté que j'ai. On vient d'investir dans un grand plan pour se réapproprier les îles qui sont au milieu du fleuve Saint-Laurent, qui appartiennent à Montréal. Encore une fois, dans cet esprit. Puis au final, pour moi, c'est nécessaire parce que comme nous sommes une île et que les changements climatiques nous aussi, on les vit, hein? Alors ça gruge l'île, il faut les protéger. La meilleure façon de le faire, c'est de recréer des milieux naturels. Alors, c'est bon pour l'environnement, mais c'est également parfait pour les citoyens et citoyennes. Alors, je dirais que le fleuve, il est important. Et Grégory, écoute, l'année dernière, en pleine pandémie, ça, c'est la petite histoire cocasse. Tu connais bien le fleuve Saint-Laurent. Les baleines ne viennent jamais à Montréal. Eh bien, l'année dernière, il y a une baleine qui s'est perdue à Montréal. Alors, on n'avait jamais vu ça, une baleine. Mais bon, elle est repartie. Elle est venue te faire un clin d'œil, non? Ben, j'aime ça penser que oui. En même temps, j'aurais préféré qu'elle reste dans son habitat naturel, pour être bien honnête. Écoute, Grégory, je sais qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps, mais moi, j'avais aussi une question pour toi. J'aimerais savoir, quand on est élu maire de Lyon en pleine pandémie, comment est-ce que tu vis le rapport aux citoyennes et aussi comment est-ce que tu as réussi quand même à avancer dans tes dossiers sans avoir peut-être ce lien direct là, avec l'ensemble des fonctionnaires et tout ça? Comment on vit ça? Ça n'a pas été une mince affaire, mais je dois t'avouer une chose, Valérie, c'est que mon expérience d'humanitaire m'a beaucoup aidé. Beaucoup aidé parce que assez rapidement, on a mis en place sur la ville des mécanismes pour, on va dire, être très réactif. Dès les jours qu'on suivit mon élection, moi, j'ai mis en place une cellule de crise pour être très, très réactif. Voilà. Et le fait de mettre on va dire, tous les services de la ville en action, alors que, pour être tout à fait honnête, on était un petit peu en phase, on va dire, d'observation. Le fait de mettre tout le monde en action, ça a redynamisé, en fait, le service public. Ça lui a redonné du sens. Moi, j'ai vu des agents des agents de la ville qui étaient heureux, en fait, de se mettre au service de la population, alors que cette pandémie, cette crise sanitaire, elle nous paralysait à certains moments. Enfin, on avait l'impression qu'elle nous submergeait, mais non, en fait, on avait plein de choses à faire. 2 mois après notre élection, on mettait en place, par exemple, un grand centre de dépistage
sur le Palais des Sports de la ville, qui est un grand espace, hein, où les gens pouvaient venir se faire vacciner gratuitement, n'importe quand, quasiment tous les jours de la semaine. Bon, voilà, on s'est mobilisé très vite, ça a redonné beaucoup d'élan, en tout cas pour les agents. Et puis, je pense que j'ai fait aussi un peu comme toi, c'est-à-dire, c'est vrai que le contact avec la population était rendu un petit peu plus difficile, mais j'ai essayé d'être présent malgré tout en visio, d'être quand même un peu présent dans la ville. C'était très important pour moi en plus, sachant que je n'étais pas un politique historique, de quand même prendre le temps de rencontrer des gens, parce que tout le monde se disait, mais d'où il sort celui-là? Qui c'est? On n'a même pas son ici, Oui, c'est ça. son 06, c'est-à-dire son numéro de téléphone. On ne sait pas comment le joindre. Donc, quand on a un problème, on ne sait pas comment appeler le maire. Donc, voilà, j'ai aussi pris le temps de rencontrer beaucoup d'acteurs, en particulier d'acteurs économiques, pour leur dire, mais voilà, moi, en tant que maire écologiste, je ne suis pas là pour aller contre vous. Je suis là pour faire avec vous. Vous avez plein d'initiatives à prendre, vous en prenez plein, vous avez envie d'y aller. Eh bien, on va y aller ensemble. Par contre, on va fixer des règles, on va donner des cadres, voilà. Et puis, on va surtout se donner de la vision. Moi, c'était très important pour moi de travailler tout de suite sur le plan de mandat. Toi, tu as ton plan climat, mais le plan de mandat, c'était pour moi un message très fort envoyé à tout le monde pour dire, voilà, on va dans cette direction. Maintenant, on vous l'a montré. Venez avec nous. Je pense déjà… chapeau à vous deux de passer à travers une pandémie qui n'était pas prévue du tout dans votre plan. Et là, vous avez tous les deux vraiment soutenu la population et franchement, je vous remercie. On arrive un peu à la fin de l'échange. Donc, je voulais déjà vous remercier, Valérie et Grégory, pour ce premier échange. Pour le chat, je crois qu'on n'a pas eu le temps de l'ouvrir. Finalement, on était pris dans les conversations. Mais n'hésitez pas à envoyer des questions. Une autre fois. Oui, voilà, peut-être au deuxième, alors trait d'union. Et puis, merci aussi aux équipes des relations internationales des deux côtés d'avoir rendu tout ça possible, à mon équipe opérationnelle du centre, à vous tous, participantes et participants. Je sais qu'on a des participants de Lyon, de France, de Montréal, du Québec, un peu partout, même jusqu'à Chibougamau, j'ai vu, de la francophonie. En tout cas, merci. Et puis, je vous donne aussi rendez-vous à Lyon, Saint-Étienne et Clermont le 12, 13 et 14 octobre pour la rencontre en présence, on espère bien. Et puis, le prochain trait d'union sera sur l'Université de demain avec Daniel Jutras et Mathias Bernard, l'Université de Lyon, l'Université de Montréal, pardon, et l'Université de Clermont-Ferrand. Voilà. Et je ne sais pas si vous voulez vous dire un petit mot de la fin. Je vous laisse la parole. Merci Grégory. En fait, j'ai envie de dire que lorsque j'ai été élue mairesse, mon premier voyage officiel a été à Lyon et j'en garde un souvenir important. Ça m'a beaucoup inspiré pour mon mandat. Alors, j'espère que lors du deuxième mandat, alors à ce moment-là, j'irai te rejoindre, Grégory, puis tu pourras me parler de ces raisins, de ce vin et de toute cette bonne nourriture. Là. Ça m'a donné faim. Non, mais sans blague, merci beaucoup, Grégory. Bon début de mandat. Nathalie, au plaisir de rediscuter ensemble et puis très heureuse d'avoir participé à ces échanges importants entre nos deux villes. Je pense qu'il y a un lien très fort et puis on est très heureux d'y contribuer. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci également à Nathalie et à toutes les équipes qui ont travaillé sur cette rencontre virtuelle. Valérie, franchement, c'était un plaisir immense pour moi. Écoute, je vais prendre un engagement là, c'est de faire aussi mon premier voyage international à Montréal quand même. Franchement, j'en rêve depuis un certain temps, je dois vous le dire. Et puis c'est vrai qu'avec tout ce que je viens d'entendre, j'ai aussi envie de voir comment Montréal a évolué. Je te disais, Valérie, que j'avais eu la chance de venir dans cette magnifique ville il y a quelques décennies en arrière. Donc voilà, maintenant que j'ai entendu que beaucoup de choses avaient changé. Il est temps de revenir. Il est temps de revenir, il est temps de la voir. Non, et puis franchement, on a tellement de choses à échanger. Je trouve que ça serait quand même incroyable de pouvoir se voir, se toucher, parce que d'ici là, en plus, je pense qu'on pourra allez, laisser de côté toute la distanciation sociale qu'on a dû respecter. En tout cas, j'espère. Oui. Non, je voulais aussi simplement me réjouir que
au-delà des échanges qu'on peut avoir entre nous, ce lien qu'il y a entre Montréal et Lyon, il est vivace, il est partout. Nous, on a bientôt là notre festival de BD, le Lyon BD Festival qui commence, et il est en compagnonnage depuis longtemps avec le festival de BD de Québec, enfin du Québec. Et j'aurai la chance d'accueillir Guy Delisle ici. Donc, voilà. C'est super! Donc, un auteur que j'affectionne. Donc, voilà, cette amitié entre nous, elle vit sur plein de plans, et ça, c'est vraiment super, c'est vraiment génial. Je pense que c'est aussi comme ça qu'on va pouvoir maintenir et se donner envie de continuer à travailler ensemble. Absolument. Ben, au plaisir de se revoir bientôt alors, Grégory. Joyeuse, comme on dit. Oui, c'est ça. À très vite. Merci tout le monde.